Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 3e congrès d'orientation du Parti québécois. J'invite le député du Bloc québécois de la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, à vous adresser quelques mots. Bonsoir, mes chers amis. Je suis honoré de vous recevoir à Saint-Hyacinthe ce soir. Au cœur de la circonscription que j'ai l'honneur de représenter dans un Parlement étranger au sein duquel nos jours sont désormais comptés. Bienvenue dans la région. Et je suis extrêmement content de pouvoir ouvrir ce congrès du Parti québécois, formation dont je suis membre depuis le jour de mes 16 ans, il y a quelques semaines à peine. Alors, je ne sais pas si mes collègues du Bloc sont déjà arrivés, mais je les salue le cas échéant. Puis je voudrais qu'on ait une pensée aussi pour un ex-député bloquiste décédé ce matin, M. Jean Dorion. Alors, M. Dorion, si vous nous entendez à quelque part, on pense à vous. Saint-Hyacinthe, c'est la capitale de l'agroalimentaire de notre pays du Québec. D'ailleurs, mais ça a aussi une histoire. Vous savez que c'était la section la plus dynamique du Parti patriote à l'époque de Papineau, qu'après les batailles, il s'était réfugié au séminaire de Saint-Hyacinthe, soutenu et abrité par l'élite mascoutaine. Et aussi une ville où de grands personnages de l'histoire du Québec sont nés ou qu'ils sont passés par ici et que ça a été majeur dans leur carrière. Je pense à Honoré Mercier, à T.D. Bouchard, René Lévesque qui a été journaliste ici, à Yves Michaud. Et je ne sais pas s'il y a des fans de country, mais vous êtes dans la patrie de Willie Lamotte. Et puis, bien sûr, on fêtait cette semaine le jour du drapeau. Or, le drapeau est inventé dans la région à Saint-Jude, le Carillon, en 1902. Là, avant de monter sur scène, on m'a confié un secret. Je voulais valider avec vous. On m'a dit que c'était le dernier congrès du Parti québécois avant l'indépendance. C'est vrai, ça? Okay. C'est ça que je me disais. Je me disais bien que ce n'était pas des fausses rumeurs, parce que comme indépendantiste, je n'ai jamais été aussi encouragé que depuis un an. Pourquoi? Parce que je vois des adversaires farouches qui se mettent désormais à adorer ce qu'ils brûlaient encore hier. Alors qu'ils décrivaient l'indépendance, il y a peu de temps à peine, là, comme la catastrophe, la ruine, la misère, l'isolement, le repli sur soi. Voilà maintenant qu'ils sont de nouveau convertis aux vertus de la souveraineté nationale. Jean Chrétien décrit désormais l'indépendance comme un bien précieux. Stephen Harper dit « Moi, j'aurais accepté n'importe quel dommage, n'importe quelle perte économique pour préserver l'indépendance du pays. » Pierre Poilievre dit « On va assumer tous les risques, on va payer le prix qu'il faut. » Justin Trudeau, il est même allé jusqu'à rencontrer le roi Charles pour parler de souveraineté. C'est pas peu dire. Et bien sûr, cette semaine, Mark Carney, dans une grande messe mondaine qui rassemblait souliers vernis et complets à 2000 $, a eu cette magnifique déclaration « Si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu ». Mes chers amis, notre option fait maintenant l'unanimité. C'est-tu pas bon? Le Canada veut construire son pays, donc un pays qui veut imposer des projets de pipeline et de gazoducs par décret, sans consentement des provinces, qui va financer annuellement à coups de milliards des pétrolières dont la grande majorité sont étrangères, un pays qui veut démanteler devant ses tribunaux des lois démocratiquement adoptées sur la langue et sur la laïcité, un pays qui refuse de payer son dû à ses provinces en matière de soins de santé alors qu'on découvre des chauves-souris et des écureuils dans certains hôpitaux. Un pays qui se targue de tenir tête aux États-Unis, mais qui donne à coups de millions des contrats en défense à des compagnies américaines au mépris de l'aérospatiale du Québec et qui est prêt à sacrifier dans des négociations commerciales la culture et l'agriculture, tant que, bien sûr, l'industrie automobile de l'Ontario est protégée. Un pays qui se flatte à Davos d'être champion des droits humains tout en signant des ententes avec la Chine et le Qatar et qui ne lève pas le petit doigt pour que ses compagnies minières cessent d'être coupables de crimes en Afrique et en Amérique latine. Un pays colonial qui débite ses allocutions officielles par des mentions de terres non cédées parce que ça paraît bien, mais pendant qu'il continue à imposer toujours aux Premières Nations le régime des réserves. Un pays qui affiche fièrement ses couleurs et son statut monarchique. Un pays de plus en plus centralisé. Bien, moi, je vous dis, pas de problème avec ça, qu'ils fassent leur pays,
mais qu'on fasse le nôtre aussi. Ils n'ont pas d'affaire à nous l'imposer. On a le droit de dire « pas en notre nom ». Et puis ça commence ce soir dans cette salle. Bon congrès, chers amis! Je vous prie maintenant d'accueillir le vice-président du Conseil exécutif national, M. Maxime Larochelle. Chers amis, bonsoir. Mon nom est Maxime Larochelle, je suis vice-président du Parti québécois. Écoutez, c'est vraiment un honneur de vous accueillir aujourd'hui à notre congrès d'orientation, le 3e congrès d'orientation de l'histoire du Parti québécois. Et ce congrès, comme vous le savez, il lance toute une année. Il lance l'année 2026 qu'on attendait avec impatience. Et vous êtes plus de 1500 personnes à vous être inscrits, soit comme délégués ou soit comme observateurs durant la fin de semaine. Merci d'être là, c'est impressionnant. Je souhaite souligner la présence de nombreux anciens parlementaires, tant au Parti québécois qu'au Bloc québécois, et la présence de députés du Bloc québécois également, ainsi que des membres de la société civile. Nous vous nommerons tous et toutes demain. Au cours des 2 prochains jours, nous allons débattre pour adopter le programme que nous soumettrons aux Québécois en prévision des élections de cette année. Comme vous le savez, le défi est de taille. On doit proposer une offre politique qui est sérieuse, responsable et audacieuse. L'exercice que nous nous apprêtons à mener est d'autant plus important que notre parti, porté fièrement par notre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, notre parti s'engage à concrétiser le projet qui nous unit tous, faire du Québec un pays dans les 4 prochaines années. Je compte donc sur vous pour que la démarche entamée depuis déjà plusieurs mois aux 4 coins du Québec nous permette d'adopter un programme qui saura répondre aux défis d'aujourd'hui, mais qui proposera également un projet de société qui est porteur et qui donnera le goût aux gens de se faire confiance collectivement et de se dire oui. J'aimerais souligner l'immense travail de la toute petite équipe de la permanence, une équipe de 15 personnes qui font des miracles, qui ont travaillé jour et nuit pour qu'on ait un congrès. Donc, merci. Merci la gang. Également, chapeau bas aux collègues de la commission politique et du comité directeur des instances qui n'ont pas compté les heures pour que ce rendez-vous soit un succès. Et finalement, merci à vous, chers délégués, chers militants, qui, à travers tout le Québec, toutes les régions du Québec, qui avez cogité, qui avez débattu pour amener en congrès, porter en congrès des propositions pertinentes qui reflètent la réalité de vos régions, de votre coin de pays. C'est ça qui fait la force du Parti québécois. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mathieu Castonguay qui va présider nos travaux, et accompagné de Liam Buell et d'André Fiorilli qui agira à titre de secrétaire. Merci, bon congrès, et maintenant, allons écrire l'histoire.
Ma foi, quel accueil, chers amis! Écoutez, dans les coulisses, ça paraissait pas trop, mais il y a du monde à la messe. C'est beau de vous voir. Je suis... vous pouvez applaudir, ben oui. Donc, je suis flanqué de mes fidèles acolytes. À droite, complètement, mais pas politiquement, M. André Fiorilli, qui va assumer le secrétariat aujourd'hui, en fait, durant le congrès. Peut-être remarquez-vous à ma droite aussi un revenant, M. Liam Buell, qui va venir présider avec moi. Et moi, vous me connaissez, je crois percevoir dans la pénombre d'un nouveau visage, mais Mathieu Castonguay, donc c'est un honneur pour moi d'assumer la présidence en fin de semaine. Donc, on est déjà à l'adoption de l'ordre du jour. Écoutez, vous avez tous reçu le document. Je vais vous en lire, en résumé, en fait, les grandes lignes. Aujourd'hui, début de la plénière. Essentiellement, il va y avoir la présentation du rapport de la présidence du Conseil national des jeunes du Parti québécois, rapport de la présidence de la commission politique, rapport du Conseil exécutif national, allocution des élus du Parti québécois, discours de notre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous pourrez l'applaudir en masse tout à l'heure, mais c'est de bon augure. Demain, vous le savez, on a du pain sur la planche, ça va être essentiellement les ateliers. Vous allez travailler fort, mais en soirée, vous serez récompensés parce qu'on a une soirée festive. J'espère que vous avez tous vos billets. Et dimanche, essentiellement, ça va être la reprise de la plénière, des 5 et 6e sessions de la plénière, puis on va adopter les différentes propositions. Et là, j'ai su que tout à l'heure, dans mon dos, il y a une formation pour les nouveaux délégués. Donc, vous le savez habituellement quand on ouvre les assemblées, les questions que je vous pose. Mais là, d'abord, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Merci. Est-ce que c'est appuyé? Merci. La prochaine question. J'ai confiance en mes collègues, mais je la pose quand même. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous avez bien compris, donc l'ordre du jour est adopté. Donc, j'invite maintenant Mme Caroline Boileau, présidente du Comité national des jeunes, à venir s'adresser aux délégués. Wow! Chères militantes, chers militants, j'aimerais commencer par vous dire que c'est un honneur pour moi de militer au sein du Parti québécois. C'est un privilège encore plus grand de militer à titre de présidente des jeunes du Parti québécois. Être plus de 1400 réunis aujourd'hui, c'est pas anodin. C'est le signe d'un mouvement vivant, en présence d'une jeunesse qui s'organise et d'un parti qui se prépare sérieusement à gagner. J'aime rappeler chaque fois que je le peux que nous avons de la chance de nous engager en politique. Nous avons une chance immense de nous retrouver en famille cette fin de semaine pour adopter le programme électoral du prochain gouvernement du Québec. Nous nous retrouvons tous ensemble à un moment décisif de notre histoire, un moment où les Québécoises et les Québécois auront à faire un choix fondamental sur l'avenir qu'ils veulent se donner. On devra bientôt décider si on souhaite continuer seulement à gérer le présent ou bien construire pleinement notre avenir. C'est simple au fond. Quand on n'est pas à la table, on est au menu. C'est précisément dans cet esprit que le CNJPQ travaille sans relâche pour assurer une présence forte, constructive et rassembleuse. En vue de l'élection de 2026, nous serons de tous les combats. Nous multiplierons les sorties, les initiatives et les prises de parole. Nous serons sur le terrain, dans la rue, dans les médias, partout où il faudra être, avec une seule idée en tête,
transformer notre énergie en victoire. Je vous invite d'ailleurs à garder un œil attentif sur ce que les jeunes péquistes vous préparent, que ce soit les capsules éducatives avec des experts et des expertes de tous les milieux, une présence accrue dans les médias et dans les événements d'envergure et une grande tournée à travers le Québec qui, je vous le dis, scoop, commence dès le mois prochain dans la région de Chibougamau. Je peux vous dire qu'une chose est claire, notre jeunesse est en mouvement et elle sera partout tout le temps. Je profite également de ma tribune pour vous demander un service. Lorsque des propositions issues du CNJ-PQ vous seront présentées au cours de la fin de semaine, soyez à nos côtés. Nos jeunes ont travaillé fort, avec rigueur et passion, sur des dossiers essentiels qui sont importants aux yeux de notre génération. Il n'y a rien de plus mobilisateur que de voir nos idées prises au sérieux, débattues et portées au sein de nos instances. C'est ensemble que nous pouvons démontrer que le Parti québécois est celui qui fait réellement confiance à sa jeunesse. Je vous avertis, on sait que certaines de nos propositions peuvent paraître audacieuses, mais il faut de l'audace pour construire un pays, et de l'audace, on en a et on en aura toujours. En terminant, j'aimerais lancer une invitation aux observateurs qui sont dans la salle, à ces curieux qui sont venus voir de quoi a l'air le mouvement qui se dessine partout à travers le Québec, à celles et ceux qui ont envie mais qui n'osent pas encore oser, à celles et ceux qui sont prêtes et prêts à oser mais qui ne savent pas par où commencer, joignez-vous à nous. Et à toutes celles et tous ceux qui décideront de franchir le pas, souvenons-nous d'une chose essentielle, que le dernier entré laisse la porte grande ouverte. Merci tout le monde. Je vous souhaite un excellent congrès d'orientation. Merci beaucoup, Mme Boileau. J'invite maintenant Mme Camille Pellerin-Forgette, présidente de la Commission politique, à venir s'adresser aux délégués. Bon, la dame en charge derrière m'a dit que je devais approcher les micros près vis-à-vis le menton. Tâche technique à la pire technologue. Bonsoir. Écoutez, que de mouvement à la commission politique depuis le dernier congrès en 2023. En fait, c'est là qu'on a commencé notre nouveau mandat. Au début, on était comme un marathonien qui commence en sprint. On organisait des forums à tous les mois, agriculture, combats sociaux, des forums avec les membres en ligne, habitation. Après, on a réalisé qu'avec nos mandats ordinaires, il faudrait peut-être un petit peu prendre un petit pas de recul, puis en réalisant l'ampleur de la tâche. Donc, on s'est recentré sur nos tâches. On a commencé par les tâches les tâches. Ce n'est pas un bon terme. On a commencé avec les conseils nationaux. Jadis, il y avait beaucoup de conseils nationaux thématiques. À la commission politique, on avait un souhait de les ramener parce que ces conseils nationaux thématiques-là nous permettent de faire émerger des idées, vous faire voter et débattre sur ces idées-là. Donc, on a remis ça de l'avant pour ceux qui étaient là. On a eu l'éducation, on a eu l'habitation, la santé publique. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une revue complète de la littérature. Quand je dis « on », je parle de la commission politique, de mes membres et moi. On faisait une revue complète de la littérature, des mémoires de la société civile, on rencontrait les groupes, puis de ça, on extrayait des propositions qu'on vous soumettait en Conseil national. Ça nous a permis de rencontrer des gens. Hein, on est sorti de notre chambre d'écho, on invitait des panélistes, des conférenciers, en les protégeant sur le parapluie de la non-partisanerie. Mais il y en a qui sont restés près de nous suite à ces conseils nationaux-là parce qu'ils ont aimé le fait qu'on soit à l'écoute, puis ils se sont appropriés notre momentum. Bon, je me suis fait des notes, encore une fois, en mode, vous ne pouvez pas les voir, mais assez rudimentaire. Ensuite, bon, deuxième gros mandat, le fameux Livre bleu sur l'indépendance. Écoutez, le début des travaux du Livre bleu a commencé presque en 2023. D'ailleurs, bon, je vais garder le punch.
On a formé des groupes de travail à la commission politique. Plusieurs de mes membres présidaient ces groupes-là. On a eu d'autres présidents qui se sont manifestés. Puis ces groupes-là formaient des fiches de contenu avec une grande humilité, puis je dois le dire, parce que les gens ont fait des fiches de contenu très documentées en sachant pertinemment qu'il était possible que leurs fiches ne soient pas utilisées. Les gens se sont prêtés à l'exercice avec dévotion. On a reçu extrêmement beaucoup de documentation, de réflexion qu'on a colligée, qui a transitionné vers notre rédacteur principal, qui est ici au Congrès, M. Caron. Hein, on n'écrit pas un livre bleu à 12 mains, on l'applaudit. Jocelyn Caron. Dans son produit brut, le livre bleu, il est terminé. Là, on est en mode édition, révision, coupage, concertation, analyse. Bon, vous savez ce que c'est. On veut s'assurer de ne pas dire de fausseté. Non, il n'y a pas de fausseté. Non, on est en mode édition. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Les statistiques, juste pour vous titiller un peu, dans son produit actuel, toujours sujet à édition, on est à 447 pages, 1197 notes infrapaginales. C'est un travail d'envergure que je sens que vous allez beaucoup aimer. C'est un manuel de désengagement face au Canada de Carney. Ça va devenir un outil d'émancipation nationale. Donc, oui? Donc, Conseil national, livre bleu, autre mandat, le projet national. Le congrès, c'est le résultat d'un processus de longue haleine étalé sur 2 ans. Le programme que vous avez reçu, on l'a écrit il y a 2 ans. Même nous, des fois, on ne se rappelait plus. Ah, c'était dans la proposition initiale. On ne se souvenait plus de ce qu'on avait écrit trop. Donc, ça commence comme ça. On rédige. Souvent, on s'inspire de l'ancien programme. On s'inspire de ce qui a été voté en Conseil national avec vous. On ne peut pas tout prendre parce que c'est un programme, ce n'est pas une plateforme. Puis, on s'inspire aussi de la nouveauté. Hein? On réfléchit, on recherche, on s'inspire encore une fois de la société civile pour réfléchir ce qu'est notre intelligence. Je pense que le programme qu'on a rédigé, à même titre que les amendements que vous avez rédigés, c'est à l'image du parti, hein? Soit une coalition de gens engagés et passionnés qui regardent vers un horizon commun, l'indépendance du Québec, et qui utilise, je pense, si vous le regardez avec cette lunette-là, vous allez comprendre ce que je veux dire, qui utilise avec sérieux les fonds publics, l'argent des contribuables, pour faire du Québec un endroit prospère et rayonnant qui prend soin des gens vulnérables. Alors, vite, bon, je vois que mon chronomètre est presque fini. Vite, un programme, c'est quoi? Je pense que c'est important. Un programme, ça fixe des priorités dans un contexte en mouvement. C'est un outil de cohérence quand on fait face à l'urgence, à l'émotion puis aux crises successives. Un programme, ça sert à tenir le cap quand tout autour incite à naviguer à vue. On connaît des partis qui naviguent à vue. Pas nous. Alors, du programme va découler la plateforme. Je sais que c'est mélangeant, c'est pour ça que je tenais à vous l'expliquer quand même assez simplement. La plateforme, c'est la traduction conjoncturelle du programme adaptée à une campagne ou à un moment précis avec des propositions ciblées, priorisées. Le programme donne le cap, la plateforme choisit les batailles du moment. Vous avez vu qu'on a émis des avis favorables, défavorables et neutres. Sachez pertinemment, je sais que ce n'est pas toujours agréable de voir un avis défavorable. Souvent, ce n'est pas du tout parce qu'on est défavorable avec le fond, c'est qu'on veut modifier quelques petites choses. Vous allez voir mes membres dans chacun des ateliers au micro. Des fois, c'est parce qu'on pense que c'est trop micro-gradué pour un programme, mais on garde l'idée pour soit une plateforme ou soit même un programme ministériel. Ou des fois, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie qu'on parle de ça maintenant, parce qu'on sent qu'il n'y a peut-être pas assez eu de réflexion, puis qu'on aurait le goût d'utiliser les moyens de l'État pour étudier cette question-là. C'est souvent ça, en fait. Donc, ne soyez pas vexés et venez nous voir. On est là toute la fin de semaine. Je vous dirai qui est dans votre atelier. Venez nous parler de votre proposition, puis on va trouver. On veut que vos propositions passent. Ce programme-là, c'est un programme de militants. Nous sommes des militants que vous avez élus pour écrire ce programme-là. Vous êtes des militants qui l'avez amendé. Donc, j'aimerais ça, parce qu'on nous demande « Ah, votre programme est à droite, est à gauche », j'aimerais ça qu'on arrête de me parler d'axe gauche-droite. Ce programme-là, vos amendements, c'est ni de la droite ni de la gauche. C'est le résultat du choc des idées de gens qui, tout autant que nous sommes, sont mus par le même vent, puis ce vent-là, bien, il souffle vers l'avant. Merci. Bon congrès! Merci beaucoup, Mme Pellerin-Forgette.
J'inviterai maintenant M. Jerry Beaudoin, président du Parti québécois, à venir s'adresser aux délégués. Il y a du monde. Mes amis, nous y voilà. Ce moment que nous attendions tous avec hâte, sur lequel tant de gens travaillent depuis si longtemps. Mon ami Maxime m'a scoopé un petit peu. Je vais répéter quand même parce que c'est important. J'aimerais débuter en soulignant le travail colossal de notre permanence nationale afin de mener à terme une si imposante instance nationale. Je crois que ça vaut une bonne main d'applaudissements. Vous savez, depuis plusieurs mois, votre Conseil exécutif national travaille d'arrache-pied afin de préparer cette année électorale. Nous y sommes. Les heures de travail abattues se comptent par centaines. Mais qu'il est motivant de militer dans le contexte actuel. Notre but étant de toujours maintenir ce standard de qualité établi par notre chef dans nos opérations quotidiennes. Ainsi, nous pouvons vous l'affirmer avec détermination, notre formation politique est prête. Notre congrès d'en fin de semaine marque en quelque sorte le coup d'envoi d'une pré-campagne électorale qui durera plusieurs semaines. Nous accélérerons donc la cadence dans l'annonce de candidatures, la formation de comités électoraux, les sorties de contenu, etc. Évidemment, nous aurons la chance de compter sur des militantes et des militants investis sur le terrain. Sachez-le, votre apport est essentiel à ce succès que nous visons. À ce sujet, j'aimerais d'ailleurs rappeler que tous les membres de votre Conseil exécutif national sont d'abord et avant tout des militants comme vous. Nous avons été présidents locaux ou présidents régionaux. Nous avons aussi siégé sur des comités exécutifs de circonscription. Comme vous, nous avons connu les difficultés ponctuelles de militer sur le terrain. Comme vous, tous les jours, notre priorité est d'inspirer et de gagner. Ainsi, il est révolu le temps où, dans notre formation politique, nous considérions le national et les circonscriptions comme deux entités hermétiques, l'une par rapport à l'autre. Nous parlons d'une même voix, nous marchons d'un même pas. D'ailleurs, nous vous invitons toutes et tous à scanner le code barre qui apparaîtra et qui est sur vos cocardes aussi durant le congrès afin de remplir le formulaire de bénévolat en vue de l'élection d'octobre prochain. Aussi, et là je regarde en diagonale, vous n'êtes pas sans savoir que l'élection partielle dans Chicoutimi a enfin été déclenchée. Évidemment, nous comptons sur l'apport de chacune et chacun d'entre vous afin de nous mener à la plus éclatante des victoires. Marie-Caroline Laflamme fera bientôt son entrée à l'Assemblée nationale, propulsée par l'espoir et les efforts de milliers de péquistes. J'aurais une autre petite demande à vous faire. Vous savez, notre parti est en forte croissance depuis quelques mois. Ça agace particulièrement nos adversaires politiques. C'est pas peu dire. Ainsi, il va vanter fort, plus qu'aujourd'hui encore, dans les prochaines semaines.
On essaiera de nous diviser, de nous accoler des colibets, de nous faire trébucher. Nous devrons être plus disciplinés que jamais. On ne se le cachera pas aussi. Nous avons reçu des centaines de dossiers de personnes souhaitant être candidates ou candidats pour le Parti québécois en vue des prochaines élections. Nous attirons les foules. Or, cet engouement vient avec une contrepartie. Il y aura des personnes déçues. Par contre, il est de notre devoir, à toutes et à tous, de faire les meilleurs choix de candidates et de candidats qui nous représenteront en octobre. Nous devons aligner une équipe digne de celle de 1976 qui non seulement nous fera gagner les élections, mais qui sera aux premières loges de la préparation du référendum à venir. En ce sens, votre capacité à tempérer les ardeurs, à inspirer le positivisme et à rassembler dans vos milieux respectifs deviendront des facteurs essentiels à notre réussite. Sur ce, au nom de votre Conseil exécutif national, merci d'être là. Écrivons la suite de l'histoire ensemble. Bon congrès. Merci beaucoup, M. Beaudoin. J'invite maintenant les députés du Parti québécois à venir s'adresser aux délégués. Bonsoir! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Je vous trouve un peu réservé depuis le début de la soirée, donc là, avant l'arrivée du chef, on va essayer de mettre un peu plus d'énergie dans cette salle. Ouais! Estimés collègues, j'ose même dire chers amis, bonsoir. Ah, oui, bonsoir. Salut. Bonsoir. Toujours un plaisir de se retrouver. Je pense que c'est réciproque tout ça, on se le dit souvent. Le privilège qu'on a de siéger, d'être parmi les 125 élus, c'est immense, mais le vrai privilège, c'est de faire ça ensemble avec cette gang-là. C'est extraordinaire. Merci, les gars, d'être là ce soir. Merci. Merci à toi, merci à vous. C'est tellement un plaisir. Et bientôt une autre fille. Et bientôt, une autre fille, je ne serai plus seule au milieu de ces hommes. Écoutez, Pas pour longtemps, pas pour longtemps. pas que ce soit désagréable, mais bon. Alors, habituellement, cette plage horaire-là, elle est dédiée à notre leader parlementaire, M. Joël Arsenault, qui vient face à vous au lutrin de manière très, très, très formelle et vous fait le bilan de la dernière session. Or, il y a quelques mois à peine, au mois de novembre, vers la fin du mois de novembre, Joël Arsenault a fait ce dit bilan devant vous, chers délégués. Donc, on s'est dit, c'est peut-être la dernière occasion qu'on a d'être les 5 ensemble avant la prochaine élection. Profitons-en pour se retrouver puis pour faire un bilan d'une manière un peu plus informelle. Peut-être vous donner accès aux coulisses de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, aux coulisses de ce qui se passe sur le terrain, dans les partiels, entre autres. Je me suis dit que ça vous intéresserait. Est-ce que j'avais raison? C'est ce que je me disais. Donc, on a un 25 minutes bien tassé pour passer à travers quelques questions. Ce sera à bâton rompu. On espère quand même vous faire un certain bilan de ce qui s'est fait dans la dernière année, en 2025. Puis pour le reste, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre. Prêts? Go! Allons-y! Allons-y. Alors, pour se réchauffer un peu, les gars, si on devait mettre un objet dans une capsule temporelle pour représenter le travail qu'on a fait au Parti québécois, tant à l'Assemblée nationale que du côté partisan, quel objet ça serait pour vous?
Moi, je peux commencer. Moi, je pense que ce serait une paire de souliers. Paire de souliers parce que Pourquoi? on a marché un coup dans Tabasco et dans Terrebonne. Hein? À faire du porte-à-porte. C'est vrai qu'on a usé nos godasses, sont plus bonnes. On met ça dans la capsule temporelle. Pascal. Évidemment, un drapeau, le plus beau des drapeaux qu'on a célébré le 21 janvier dernier, un drapeau qui entre dans cette bouteille et qu'on n'oublie jamais. Quand on pense à notre action politique, on a le drapeau dans la main et planté dans le cœur. On n'oublie jamais notre patrie. Bravo. Il n'est pas beau, ce drapeau-là! Je pense que pour moi, ça serait, tu sais, cette année, on est passé de 4 députés à 6 députés quand même, c'est pas rien. Une photo de nous 6 pour nous rappeler de ce moment-là, pour nous rappeler de cette équipe-là qui grandit, puis nous rappeler où est-ce qu'on était en 2025, parce qu'on le sait, on va être tellement ailleurs dans un an de ça. Fait que moi, je mettrais une photo de nous 6. Moi, je voudrais ajouter à cette photo-là, en fait, une caricature de nos 6, parce qu'on se prend vraiment pas au sérieux. On a beaucoup de plaisir de se voir caricaturer dans les journaux. C'est vrai. Bon, et parlant de bleu, moi, bien sûr, je mettrais une copie de notre livre bleu. Ah, ben oui. L'intellectuel cérébral, toujours en train de travailler. C'est vrai, c'est logique. Mais un petit camion là, pour souligner votre beau gain, là. Oui, chauffeuring. Ouais, un petit camion. Ça pourrait entrer dans une capsule temporelle, mais un camion pour les chauffeurs Inc. qu'on a porté quand même. Bon. 52 pieds, 18 roues. Je ne sais pas si ça rentrerait dans une capsule temporelle. Mettons que l'espace est illimité. Oui, mettons que l'espace est illimité, mais on a connu quelques bâillons. Et au milieu de la nuit, le gouvernement a l'habitude de nous envoyer des piles de documents. Puis là, la démocratie marche de même. On est supposé lire ça au milieu de la nuit. Alors moi, je t'envoie ça dans la capsule temporelle, les piles de documents des bâillons. Je pense que s'il y avait une chanson encapsulée, ça serait... Nuit magique, nuit magique. Une histoire d'humour. C'est une longue histoire, mais oui. Oui, c'est une longue histoire, mais puisqu'on a dit qu'on révélerait certains secrets... Il existe une vidéo de ça. Il existe une vidéoclip... Paraît-il. Extraordinaire dans les corridors, dans le 3e étage, qui mène vers le vote final sur le bâillon, où nous sommes tous mis en scène de façon extraordinaire, en chantant « Nuit magique ». Les autres députés des autres formations politiques n'en croyaient pas ni leurs yeux, ni leurs oreilles. Mais c'est parce que je trouve que ça nous représente bien parce qu'on travaillait très dur. C'était le bâillon sur le projet de loi 69 qui réformait le secteur de l'énergie. On travaillait très dur. On était tous et toutes là, vaillamment, mais on trouvait le moyen, encore une fois, d'avoir du plaisir, d'en faire un moment de grande énergie, de conviction politique, mais de plaisir ensemble. Et ça, c'est très Parti québécois. Et celui qui dit ça, c'est notre expert en 69. C'est aussi une inside joke. C'est une blague qui est revenue. On l'a fait à toutes les sauces tout au long de l'année. Hey, je m'en vais faire le 69. Hey, le 69 m'attend. Fait que c'est devenu notre spécialiste. Les gars, on passe à un autre sujet parce que je suis en train de perdre le contrôle. Je perds le contrôle. Selon vous, les gars, quelle était la réplique la plus percutante qui a été lancée en chambre par un ou l'une de vos collègues? Je peux peut-être commencer. Vas-y donc. On a parlé de chansons, puis c'est moins une réplique qu'une référence à la culture populaire, au bâillon qu'on a eu. Il y a eu Stablex, il y a eu le projet de loi 69, il y a eu le projet de loi sur les médecins. Et à un moment donné, et vous avez entendu ça dans la revue de fin d'année d'Infoman, où les députés étaient devenus des petits bébés. Vous vous souvenez d'avoir vu ça? Il y a Catherine qui est complètement crampée et il y a Pascal Paradis qui est un gars très sérieux. Vous savez, c'est un avocat, là, avocat sans frontières et tout ça. Et là, il est debout et il dit, parce que c'est la nuit, « Vive dans la nuit. C'est de même que je veux faire ça. Vivre dans la nuit, c'est une chose comme toutes les autres. » C'était magique. Oui, c'était une référence très nuancée. Oh, nuance. Dans la nuit. Le nom du groupe. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé un échange en chambre entre Catherine et Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, et elle pose une question, c'est la période de questions, et elle lui pose la question du rôle que le Québec a joué ou n'a pas joué dans les négociations internationales sur le traité relativement à la découvrabilité
notamment de notre culture et de notre langue à l'échelle internationale. C'est un débat très sérieux, mais elle dit, essentiellement, dans sa première question, elle dit, oui, mais le ministre, il est allé, mais il n'était pas vraiment sur le terrain de jeu, il était dans les estrades. Et lui, tout content, il lui répond, il dit, non, j'étais pas dans les estrades, j'avais vraiment un siège. Et du tac au tac, Catherine se lève, elle dit, oui, vous aviez un siège, mais c'était le siège du passager. Voilà. Moi, je peux peut-être continuer. Je pense à Pascal Bérubé. Pascal Bérubé, s'il y en a un qui est la formule du punch, le sens du punch, de la bonne ligne à donner en conférence de presse, sur toutes les plateformes, dans les médias, c'est un modèle pour moi, Pascal Bérubé, pour la formule, pour le sens de la formule. Il y en avait une lorsqu'on parlait de laïcité. On a parlé beaucoup de laïcité, on a parlé de la CAQ, puisque la CAQ a fait en matière de laïcité. Puis Pascal Bérubé avait dit quelque chose que je vais garder en tête pour le restant de mes jours. Il dit, pour la laïcité de la CAQ, il y avait le PQ avant, puis il y aura le PQ après. Tu te rappelles? Oui, avant la CAQ, puis après la CAQ. Ouais, avant la CAQ, puis après la CAQ. On sera là. Et voilà. Ça, c'est un exemple d'une de ces formules qu'on garde en tête quand on le regarde aller. Moi, je me souviens, rapidement, vous l'avez vu aller, là, Alex Boissonneau a fait ses marques très rapidement à l'Assemblée nationale. Et là, il se lève en chambre parce que c'était les dernières phrases, les dernières déclarations de Marc Miller. Hein? Fait qu'il se lève puis il commence en disant « Marc Miller est de retour, mesdames et messieurs! » Et là, tout le monde se met à rire. Et là, il dit « Marc Miller, il est tanné. Il est tanné des débats sur le déclin de la langue française. Bien, quand est-ce que la CAQ va se tanner de Marc Miller? » Il a garoché ça. Une belle réaction en chambre quand même. Ouais. Puis Parfait. C'est toujours intéressant aussi de voir la réaction de nos vis-à-vis. Ben oui. Moi, j'adore quand le regretté Christian Dubé, regretté ministre de la Santé, nous répond à une question. J'apprécie beaucoup le ton de la question, ce qui veut dire exactement le contraire, comme par exemple la fois où j'ai fait la comparaison entre Santé Québec et un Frankenstein qu'on ne contrôlait plus comme créature parce qu'on lui disait de réduire de 20% le nombre de cadres et que pendant les 6 derniers mois, ça avait plutôt augmenté de 40%. Alors, c'était touché quand il dit « j'apprécie beaucoup le ton ». Il avait beaucoup apprécié. Il avait beaucoup. Sur une note un peu plus sérieuse, peut-être, c'est quoi la victoire législative, le recul de la CAQ ou encore l'action qu'on les a poussés à faire dont vous êtes le plus fiers, considérant que quand même on a presque doublé de volume là, dans la dernière année? En éducation, une grande mobilisation avec une pétition parrainée par un député du Parti québécois, avec l'aide de mes collègues. La deuxième pétition la plus signée de l'histoire de l'Assemblée nationale depuis que c'est en ligne, 160 000 pétitionnaires. Et en plein été, le ministre Bernard Drinville a dû reculer sur les compressions en éducation. Et vous savez quoi? Je pense que si d'aventure il est choisi par la CAQ, il va trouver qu'il va reculer encore plus face au Parti québécois. Bravo! Mais si je peux continuer... Si je peux continuer un peu dans cette veine-là, puis te remettre ce qui te revient, puis à notre chef également, on se souvient qu'on est les premiers à avoir levé le drapeau en ce qui concerne le temps d'écran chez les enfants. Et cette année, finalement, le rapport a été déposé, on a adopté la nouvelle loi et les écrans sont maintenant proscrits dans les écoles. On a été les premiers. Et c'est nous qui faisons le suivi en demandant qu'on mette en œuvre les autres recommandations de la Commission. On était les premiers à poser cette question-là en chambre, et Paul avait fait une vidéo avec l'expérience de sa jeune fille, et ça a donné une commission et un résultat, puis ça fonctionne très bien dans les écoles. Le Parti québécois a été à l'avant-garde. Il y a d'autres dossiers où on l'est aussi, certainement. Voilà. Autre chose? Moi, j'aimerais partager ce moment-là avec Joël, qui a beaucoup porté ce dossier aussi, le dossier des chauffeurs Inc. Je pense que j'ai une grande fierté par rapport à ce qu'on a fait dans ce dossier-là. Le responsable du dossier, c'est Joël. Dossier transport, mais dans ma circonscription, dans Arthabasca et l'Érable, il y a beaucoup d'entreprises de camionnage, il y a beaucoup de chauffeurs, il y a beaucoup de camionneurs qui sont touchés directement par cette situation-là. Le travail qu'on a fait de ramener ça en chambre encore et encore, dans différents médias aussi, on l'a senti, il a acculé le gouvernement au pied du mur, puis lui a donné un sentiment d'urgence aussi. Alors que les contrôleurs routiers étaient pris dans leur pesée, que les routes se transforment en Far West, puis c'est loin d'être réglé cette situation-là. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a fait une belle différence avec ce qu'on a porté dans ce dossier. Tout à fait. Et la façon
dont on a fait des interventions médiatiques, on a déposé des motions, une conférence de presse. On est allé également dans des postes de vérification, de contrôle, et on a posé des questions à l'Assemblée nationale. Et la veille de l'annonce, le ministre Julien disait encore que ça allait prendre du temps et qu'il ne pouvait pas nous donner d'échéancier. Et le lendemain, ils annonçaient finalement qu'ils cédaient et qu'ils allaient mettre de l'avant les solutions qu'on proposait. Alors effectivement, c'est une belle victoire. Et cette victoire-là, et ce combat-là, je pense que ce que ça révèle, ce qu'Alex vient de dire, c'est qu'on le fait souvent en équipe. On a aussi posé des questions comme ça. Oui. Lorsqu'il y avait, par exemple, un dossier de cybersécurité numérique, c'était Pascal, mais si ça touchait la santé, on pouvait aussi poser des questions en tag team, en équipe, et souvent c'est très efficace. Et parlant de cybersécurité, de monde informatique, on a fait beaucoup de propositions cette année sur plusieurs sujets. On en a fait sur ce sujet-là aussi. Donc, on a insisté pour que le Québec légifère et se mette en route vers sa souveraineté numérique. Ça veut dire que nos données informatiques... Oui, ça vaut la peine d'applaudir parce que c'est un thème très important. Donc, que nos données informatiques, les données informatiques de nos enfants, par exemple, qui vont en garderie, restent au Québec, soient gérées par des entreprises québécoises dans des infrastructures ou sur des infrastructures québécoises, avec de la technologie québécoise. C'est possible. Étrangement, quelle coïncidence. Moins d'un mois, ou à peu près un mois après notre sortie, un premier décret ministériel a été émis mentionnant pour la première fois l'importance de la souveraineté du Québec et demandant aux institutions de l'État de se mettre sur le chemin de la souveraineté numérique. Alors, c'est ça une opposition constructive, c'est une opposition qui propose. OK, une petite vite. Sans nommer la personne, on va la pointer. Qui est le plus susceptible de répondre à ses courriels à 3 heures du matin? Quoique, pas loin, même. Et qui écrit ses courriels? Bien, il faut dire que Pascal Paradis est chanceux. Il n'a pas besoin de dormir beaucoup. Ça fait qu'on peut lui écrire à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit, et on obtiendra réponse. Bon. C'est quoi la prochaine question? Je pense que c'est une précision importante, parce qu'il y en a qui sont aussi bien éveillés à 3 heures du matin, mais des fois, c'est pas par choix. On a fait un peu d'insomnie. C'est parce qu'ils n'ont pas la conscience tranquille, mais ça, bon. Mais encore une fois, bon, il y a de l'humour derrière ça, mais ça parle de l'éthique du travail du Parti québécois aussi. On le dit souvent, je pense qu'il y a une image qui est forte, mais celle de la petite équipe. On n'a pas les mêmes ressources à l'Assemblée nationale que les autres partis. On n'a pas le même budget, mais on a la force de la conviction, on a du cœur à l'ouvrage, et je parle de l'équipe de députés, mais je parle de l'extraordinaire équipe de l'aide parlementaire, des militants à travers le Québec, de vous-même, qui avez tellement travaillé pour qu'on arrive ici jusqu'au Congrès. Ouais. Bravo, bravo. OK, une petite question un peu champ gauche. Si chacun des députés du Parti québécois était un super-héros, ben on l'est un peu, on s'entend, mais quel serait son super-pouvoir? Moi, j'en ai un qui me vient en tête. Je me lance. Vas-y donc. Pascal Bérubé, omniscient. L'omniscience. Ah ouais. La connaissance. La connaissance de son comté. Connaissance de ce qui se trame, des intrigues à l'Assemblée nationale, au Parlement. Connaissance des dossiers, omniscience. Les potins. Super pouvoir. Vous voulez des bons potins? Aussi. Ah, c'est vrai que je donne pas ma place aussi. On fait une bonne équipe là-dessus. Ça prend un public, hein? Une source d'information. Une source d'information intarissable, un archiviste, hein? Pascal, je peux te le dire, il vient me dire ça à moi. Pascal, là, j'ai trouvé quelque chose là, sur tel projet dans la région de Québec en 1979. Attends un peu. Puis là, tu arrives avec un article à 3 avec heures le nom du des matin. personnes. À 3 heures du matin. Non, parce que je suis réveillé, moi aussi, en même temps que lui. C'est juste qu'on devrait s'appeler à ce moment-là. Non, mais des fois, tu reçois un colis. Ah, c'est Pascal Bérubé. Il pensait à moi. Il a vu quelque chose dans une brocante. Il a vu quelque chose quelque part. Il faut que j'envoie ça à Catherine Gentilcorps. Puis il y a des gens partout, fréquemment, qui s'arrêtent et qui lui disent « Hey, Pascal, j'ai reçu ton livre. Merci beaucoup. Ça m'a été bien utile. » Presque chacun de nos bureaux devient un temple de la renommée de notre circonscription parce qu'on a toutes sortes d'objets qu'il a trouvés, qui est écrit « Île de la Madeleine ». J'en ai à peu près une collection d'une bonne douzaine. Bon, ça vient. J'aime ça. Je ne suis qu'amour. Ceci étant dit, sur les super-héros, moi, si j'avais à en choisir un,
C'est Astérix. Je ne sais pas quel super pouvoir il a, mais je sais quelle valeur il a. Il est très attaché à son groupe, à sa culture. Il est très combatif et il est aussi, à la fin de ses aventures, très festif. Alors moi, j'aime beaucoup Astérix depuis que je suis tout petit et il est toujours prêt à amorcer des aventures. Alors, ça serait lui mon super-héros. C'est un tout petit personnage de bande dessinée qui fait face à une très grande armée et qui, à la fin, remporte. Mais oui, il défend les Gaulois. OK. Astérix pour Pascal. Est-ce qu'il se présente aux prochaines élections, lui? Astérix, on va y garder un compte. Je pense que ça, il se présente dans le village gaulois de Matane. Moi, c'est le village gaulois des îles de la Madeleine et le village gaulois de Camille Lorrain. Mais il y en aura beaucoup plus de villages gaulois. Je ne veux pas être trop long là-dessus. En octobre prochain. Mais même quand ça allait moins bien, j'ai dit je vais tout faire pour préserver Matane Matapédia, pour se préserver pour les beaux jours qui arriveront. Et mesdames et messieurs, je les vois poindre. Il y en aura beaucoup de ces beaux comtés forts pour l'indépendance. Donc, on a l'omniscience pour Pascal Bérubé. Moi, j'aurais envie de dire à deux de mes collègues, Alex Boissonneau, Pascal Paradis, qui ont remporté leurs élections partielles dans des circonscriptions qui étaient loin d'être gagnées d'avance. Et c'était absolument incroyable. Et ils le savent, ça, qu'ils ne sont pas dans des châteaux forts péquistes. Et je peux vous dire qu'ils font tous les efforts possibles et même impossibles des fois pour conserver ce siège-là aux prochaines élections. Alors, je vous donne le super pouvoir de l'ubiquité. Quand je regarde vos réseaux sociaux, je suis complexée. Vous êtes partout, Maurienne, partout en même temps. Alors, les gars, ubiquité pour vous deux. Mais encore là, il faut dire, cette ubiquité-là, si elle existe, on la doit beaucoup à nos équipes. Nos équipes en circonscription qui font un travail extraordinaire. On l'a dit, mais il faut le répéter. Derrière nous, il y a toute une équipe. Ces victoires-là sont des victoires d'équipe. Donc, c'est un super pouvoir partagé. Et ça en dit beaucoup, c'est de l'importance du travail en circonscription. Bon, moi, j'aimerais parler, Catherine, de ton super pouvoir. C'est celui qui se passe dans nos réunions à l'Assemblée nationale avec les collègues. Je t'ai vu avec les collègues des autres partis. Et tu as cette capacité de générer une atmosphère qui est propice à ce qu'on avance, à ce qu'on trouve des solutions. Tu arrives avec cette voix, d'abord, que tu as, puis qu'on sait d'ailleurs qu'elle est une voix d'opéra, mais tu as cette capacité de faire en sorte que les gens sont de bonne humeur, qu'on a le goût de jaser, qu'on a le goût de s'entendre. Et ça, c'est un très beau pouvoir, tu sais, de semer le bonheur. Donc, le pouvoir de la sirène, le pouvoir de la sirène, je vous hypnotise. Ouais. Faites ce que je veux que vous fassiez. Fais-le marcher pendant les élections. Mais c'est un très beau super pouvoir. Merci. Et pour Joël, moi, je suis un simple mortel et je veux le demeurer. Non, écoutez, on avait un bon super pouvoir pour Joël, on en discutait tout à l'heure. Hulk, c'est ça, Pascal? Oui, non, mais c'est ça. Hulk. Sa capacité à déchirer sa chemise, mais j'adore. De belle façon, de façon très calme, très sereine en même temps, mais à pouvoir analyser les dossiers, puis dire ce qu'il faut dire, de la bonne façon, puis se fâcher quand il faut aussi, mais encore une fois, pour que le message passe bien, des fois, en réunion, Joël va il va s'enflammer sur un enjeu parce qu'il est indigné, puis on s'entend que ça prend de l'indignation pour faire ça dans la vie, sinon tu ne te rends pas nulle part. Fait que là, il s'indigne en réunion, puis là, des fois, tu lui dis va faire exactement 100 points de presse. Puis là, il arrive là, puis même chose. Puis je suis comme, ouais, Joël, on adore ça, j'adore ça. Fais la même chose. T'es notre Hulk. Les gars, j'irais, des beaux super pouvoirs. J'en ai une petite dernière pour vous autres. Quel moment, dans la dernière année, même depuis le début du dernier mandat, à quel moment vous vous êtes dit, puis il peut y en avoir plusieurs, hey, je suis vraiment sur mon X, non seulement comme député, comme élu, mais dans la gang du Parti québécois, c'est ma gang, c'est chez nous ici, je suis à la bonne place. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça? Moi, il y en a eu plein. Moi, je peux y aller. Oui, vas-y, commence. Justement, on travaille très fort, évidemment, tout le monde travaille très fort. On a des discussions qui sont corsées parfois. On est un petit caucus, mais ça fait en sorte qu'on participe à tous les débats puis qu'on doit se repositionner parfois. Puis bon, des fois, on n'est pas toujours en accord. Mais arrivent ces moments de magie, quasiment d'épiphanie, où il y a une trêve qui s'installe et là, on a du vrai plaisir ensemble. On connecte, on a des valeurs, on est vraiment au même diapason au niveau des valeurs.
On sait pourquoi on est là. On est vraiment ce qui nous tire par en haut, c'est notre désir, évidemment, de faire du Québec un pays. Et ça, c'est ce qui nous finit tout le temps par nous rassembler. Hein? Puis à donner cette espèce d'esprit de collectivité autour de notre travail. Donc, quand on a des moments comme ce fameux vidéoclip de Nuit magique, par exemple, ou quand on a décoré le sapin ensemble, puis que ça donne une espèce de petit bijou de capsule sur Instagram, puis que ça reste dans les annales, puis on se dit, on a vécu ces moments-là entre nous. Moi, c'est là où je me dis, comme je disais tout à l'heure, quel privilège d'être parmi les 125 élus, mais quel immense privilège et bonheur de faire ça avec vous autres. Quand je regarde le soutien qu'on a depuis Jean Talon, qui ne garantit rien, mais qui nous encourage, qui nous donne de l'énergie. Puis quand je réalise que le départ de François Legault fait en sorte que je suis le doyen de l'Assemblée nationale avec bientôt 19 ans au compteur. Je le revendique pas, mais Alain Laforêt l'a dit à la télé. Fait que là, c'est public. Je me dis, quand je vois les départs, que ça valait donc bien la peine de rester jusqu'à temps qu'eux arrivent et que notre prochain intervenant tout à l'heure arrive. Ça valait la peine de tenir le fort pour cette famille politique-là. Merci d'être restés aussi. Mesdames et messieurs! Ouais. Mais c'est pas pour moi, c'est pour nous! Je disais pas ça pour ça! Je pensais à Paul puis à vous autres. Mais bon. Merci. Merci. Gardez-en pour tantôt. Je dis pas ça pour ça, mais ça m'a redonné l'énergie de mes débuts au Parti québécois il y a 30 ans. Ce qu'on vit présentement. C'est fabuleux. Merci. Ouais, quel beau moment, c'est sûr et certain. Puis c'est vrai que de voir cette gang-là grandir, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait 5 ans que je m'implique au Parti québécois. C'est la première fois où on est 1500. Là. Ça ne fait que grandir, ça ne fait que continuer à prendre l'ampleur. Puis ça, à chaque fois, je me dis, OK, il y a des gens qui se reconnaissent en nous. Il y a des gens qui ont envie de nous suivre. Je dois juste dire un mot sur l'engagement, les convictions de ce groupe-là. Sont évidemment, cet engagement-là est indéfectible envers la cause, envers le parti, mais lorsqu'on fait partie de ce groupe-là, on sait que l'engagement les uns envers les autres aussi, il est absolument indéfectible. Et ça, c'est extraordinaire. On est soudés comme jamais une équipe de travail ou de collègues l'a été dans mon expérience, et on sait que il y a toujours un collègue qui prendra une balle, un coup pour nous. On ne sera jamais seul, que ce soit pour les points de presse le matin, que ce soit pour les interventions en chambre, que ce soit pour les bâillons. On est tous là les uns pour les autres, en commençant par Paul. Et ça, c'est un privilège extraordinaire qu'il va falloir recréer dans l'équipe de l'automne prochain. Peu importe le nombre qu'on sera, on sera plus de 65. Il faudra garder cet esprit-là. Et c'est intéressant parce que moi, on me dit souvent, vous avez vraiment l'air d'avoir du plaisir au Parti québécois? Et moi, je réponds toujours non. La personne dit non. C'est pas qu'on a l'air d'avoir du plaisir. On a du plaisir. Et moi, j'ai été élu un 2 octobre 2023. J'ai commencé comme député un 17 octobre 2023. Et il y avait un conseil national ici même quelques semaines plus tard. Et tu me demandes... Comment tu te sens que tu es sur ton X? Je me souviens de l'énergie, de l'intensité de nos discussions, du sérieux qu'on met à discuter à l'époque. C'était celui sur l'éducation. Je me suis dit, ça, c'est un vrai parti politique qui est là pour les vraies raisons, pour faire un beau programme et aussi pour faire un pays. Voilà! Bravo! On dirait qu'il se passe quelque chose. Il se passe de quoi par là? Alors, je vous invite à applaudir chaleureusement notre formidable équipe de députés. Bye-bye. On se voit en fin de semaine. Sortez vos drapeaux! Alors, je suis de retour avec un micro. Ne sont-ils pas bons rien qu'un peu, hein? En plus d'être... Oui, on peut les applaudir. En plus d'être des parlementaires modèles, ils sont drôles, ce sont de bons compteurs, ils ont de la répartie.
J'étais assis par là-bas, puis je me disais, j'imaginais si on avait fait la même chose avec 5 députés ou ministres du gouvernement, je pense qu'on fermait les lumières et on allait se coucher toute la gang. Et bientôt, évidemment, on a du pain sur la planche, on a du travail à faire, mais on n'aura plus assez de tabourets pour asseoir tous les députés qu'on va faire élire à la prochaine élection. Alors, ceci dit maintenant, trêve de fanfaronnade, je vous invite à accueillir le chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci. J'ai comme un petit sentiment que ça va être le fun. Bienvenue à tous. Bon vendredi soir. Formule congrès, il y a 2 discours du chef. Les habitués des conseils nationaux sont habitués à un seul discours le dimanche, donc pas mal moins protocolaire ce soir. Mais l'occasion, en grand nombre à l'évidence, l'occasion de se parler de notre parti, du sens de ce qu'on fait cette fin de semaine. Des questions plus larges sur le Québec seront traitées évidemment dimanche. Merci d'être nombreux, merci d'être aussi énergiques. On va être particulièrement nombreux, donc on a au moins 1500 personnes qui participent cette fin de semaine et qui ont tous la responsabilité de faire avancer le Québec dans un scénario qui est de moins en moins hypothétique. Et revenons à 2019, congrès de refondation du Parti québécois. À l'époque, j'étais seul dans le corridor, puis je me demandais si j'allais me présenter à la chefferie, puis ça dépendait dans mon esprit avant d'y aller de si les gens venaient me parler ou pas. C'est vrai, il y a peut-être des gens qui s'en souviennent, qui sont venus me parler à ce moment-là.
On a pris quand même de grandes décisions. Je veux le mentionner parce que ça oriente, je trouve, ce qu'on a à faire dans les prochains jours. En 2019, on prend la décision de complètement réorienter nos activités autour d'une déclaration de principe qui, en fait, on peut le revoir aujourd'hui, elle n'a que 2 pages. Et sur ce 2 pages, essentiellement, il est inscrit, à partir de ce congrès, notre but, c'est l'indépendance du Québec, et tout ce qu'on va faire est en fonction de cet objectif-là. Et de ça, naît également une culture qui se bâtit autour de l'objectif. Notamment, on se dote de nouveaux documents, donc un code d'éthique, dans le cadre duquel on dit, je me souviens des discussions, là, j'y étais, certains nous dépeignent comme un parti qui a des chicanes. L'objectif de l'indépendance du Québec amène le désaccord dans le respect, et ce sera notre comportement parce que nous, on veut atteindre l'objectif, donc on va ajuster en conséquence. Il s'est passé des choses à Trois-Rivières en 2019 qui marquent toujours, 6 ans plus tard, ce qu'on fait et qui nous sommes. Et là, on est dans un congrès d'orientation, puis à l'évidence, on a fait des bons choix à l'époque. On a le mérite de la persévérance, notamment à l'autre congrès avec les masques et un contexte. Je vois plusieurs personnes qui font « Ouais, je me souviens de ça. » Et là, on est à 9 mois d'un rendez-vous électoral, dans le cadre duquel, regardez-vous, on est nombreux, motivés, outillés. Et donc c'est votre mandat de déterminer les composantes les plus importantes de ce qu'on peut apporter aux Québécoises et aux Québécois. C'est une grande responsabilité. Et ce qu'on va faire, je pense, va marquer encore davantage notre différence. Une différence dans le style, l'approche, le contenu, qui commence à être très, très clair dans les yeux, je pense, des Québécoises et des Québécois. Notamment, j'ai pensé à notre manière de travailler puis aux objectifs de cette fin de semaine lorsque je lisais la lettre ouverte de notre ami Pierre Fitzgibbon dans la presse. Cette semaine, il nous a dit quelque chose de très utile et révélateur. Et je le cite mot pour mot, on ouvre les guillemets. « Même si Nordvolt a été un échec, c'était un bel échec. » Puis là, je me disais, OK, c'est un discours que je veux quand même court. Est-ce que je dois philosopher sur à quel moment un échec est beau? Est-ce que ça implique que Saclic est un bel échec? À quel moment, puis à combien de centaines de millions de dollars dans le projet du troisième lien qui n'aura pas lieu, est-ce qu'on va considérer que le troisième lien est un bel échec? Je le mentionne parce que c'est justement la différence qu'on veut faire. Ce n'est pas un objectif de société que de faire de beaux échecs, mais la réussite implique beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail en amont. Et c'est là que graduellement notre personnalité commence à faire potentiellement un marqueur de différence, à savoir que c'est un changement de philosophie dans la manière de travailler qu'on va apporter au Québec, à savoir que le changement qu'on veut incarner, c'est la rigueur et l'intelligence dans la méthode, dans la façon de travailler. Et ça, c'est vous comprenez? C'est l'exercice qu'on fait. Et sous-jacent à ce changement important dans l'approche, c'est le changement par rapport aux fonds publics. Les fonds publics n'appartiennent pas à Pierre Fitzgibbon. Ils ne sont pas la propriété ni de la CAQ, ni de François Legault, et ne seront jamais la propriété, ne seront jamais traités comme la propriété du Parti québécois ou de Paul Saint-Pierre Plamondon. Jamais. Et de ça, et je le dis dans une période quand même économique où le logement, l'épicerie, il y a tellement de familles qui galèrent. De ça, ce ne sera jamais parfait. Un gouvernement va faire des erreurs. Mais quel est le taux d'erreur?
Puis quelle est la fiabilité d'un gouvernement? Ça dépend de la préparation, de la qualité du travail. Et ça part ici, parce que c'est vous, ce travail-là. On a le défi, comme vous le savez, puis là, c'est de moins en moins le cas, mais on a commencé à 3 députés, puis ça augmente toujours. Mais on a des membres, puis on a une équipe. Et moi, j'ai l'intime conviction que c'est ce que nous allons incarner, notamment comme changement. Ce congrès, il est également un contraste par rapport à ce qu'on voit dans le monde en ce moment. Puis je vais en glisser un mot quand même. J'aurai la chance, évidemment, de parler du discours de Mark Carney à Québec. Ça, c'est pour dimanche, je vous le promets. Mais il a aussi pris la parole à Davos, dans le cadre d'un monde, en effet, qui est en changement, pas nécessairement pour le mieux, et donc ça suscite des réflexions, parfait. Je le dis d'entrée de jeu, il y a plusieurs éléments qui ont été dits par le premier ministre du Canada avec lesquels je suis vraiment en accord. Mais je veux juste souligner que ça a eu lieu au World Economic Forum de Davos. C'est comme si personne ne l'a relevé, il n'y avait que des louanges pour le discours. Tout le monde semble prendre pour acquis que les décisions de notre planète et des nations se prennent désormais à Davos. Et je veux citer le réputé professeur en gestion Henry Mintzberg, professeur à McGill, mais également aux États-Unis, qui disait la chose suivante. Je vais le faire en anglais juste par souci de ne pas faire une traduction libre qui va être l'objet de débat par après. Je ferai la traduction que moi j'en fais. Mais en anglais, ça va comme suit. C'est il y a quelques jours. Hein? Donc, il a publié ça récemment, puis il disait « Davos has always been the place where people who spend 51 weeks a year creating the problems spend the 52nd pretending to solve them. Except now, the pretense is over. » Donc, en français, ma traduction serait approximativement Davos a toujours été l'endroit où les gens qui passent 51 semaines par année à créer les problèmes passent la 52e semaine de l'année à faire semblant de les résoudre, sauf que maintenant, la mascarade est terminée. Quel est le rapport? Quel est le rapport avec notre congrès dans un univers mondial, une géopolitique de plus en plus complexe et pas toujours rassurante? Le contraste, il est évident. Nous sommes l'un des partis les plus démocratiques au monde. Nous sommes parmi... Parce qu'il y a des partis démocratiques, mais qui n'ont jamais aspiré au pouvoir, qui n'ont jamais exercé le pouvoir. Nous sommes un parti de pouvoir qui a toujours resté connecté et fidèle à ses membres, tel que René Lévesque l'avait conceptualisé à l'origine, durant cette période-là. Donc, quand je vois un club de milliardaires, de banquiers, puis de gens savants qui ont créé plusieurs des problèmes dont on discute, chercher la solution à Davos, moi, j'en ai une réponse pour vous, vous la connaissez tous, la démocratie. Nous, on croit à la démocratie et on pense que les meilleures idées sont générées par la population dans le respect de leur intelligence. Et on est prêt à accepter des désaccords, puis on est prêt à ce que certaines bonnes propositions soient peut-être rejetées en fin de semaine, mais que pour autant, pour les élus, puis tous ceux qui ont entendu la proposition, ça va peut-être cheminer dans 1, 2, 3 ans. On croit à ça, et ça fait du Québec un endroit distinct de par l'apport et la manière de gouverner du Parti québécois à travers les décennies. Donc, si je veux réitérer que le salut de l'humanité passe notamment par le respect de l'intelligence des gens et la coopération dans le respect de la démocratie, je suis prêt à dire que ce n'est pas pour autant que tout ce qui s'est dit à Davos est complètement inacceptable. Il y a des choses que Mark Carney dit avec lesquelles je suis entièrement d'accord. Notamment, il nous dit qu'une nation qui n'est pas à table est au menu. Ah bon? Essentiellement, donc, peu importe la taille d'une nation, ne pas pouvoir parler, ne pas être à table aura des conséquences. Or, pour le Québec, on a été au menu tellement de fois dans l'histoire du Canada que le plus souvent, la question est de savoir si on va être servi cuit ou bouilli. Et
Et rappelez-vous, là, on avait dit que la fois devant vous que j'avais parlé de déportation et de pendaison, j'avais des propos violents. Magie, Mark Carney avait les mêmes propos il y a quelques jours. Mais ne remontons pas à notre histoire lointaine. Prenons juste le mandat de Justin Trudeau. C'est quoi être au menu, au fond? Quand on constate que le fédéral a adopté une politique migratoire incontrôlée avec des effets irréversibles sur le logement, les services, le français, non seulement sans nous consulter, mais en fait en sachant très bien qu'il agissait contre la volonté démocratique des Québécois et contre l'instruction de ses propres fonctionnaires qui disaient « tu es en train de créer une crise du logement historique », c'est ça être au menu, au fond. Constater qu'on a doublé en 8 ans notre part québécoise de la dette fédérale, sans qu'aucun nouveau service ne soit créé. En fait, le directeur parlementaire du budget nous parle d'une détérioration des services fédéraux. Quand tout ça se passe et on ne peut rien faire ni rien dire, c'est ça être au menu. Le Québec a aussi été au menu quand on a utilisé notre argent, puis on continue à le faire pour contester nos lois démocratiquement adoptées par notre Parlement à Québec. Combien de fois nos fonds publics qui viennent de notre poche sont utilisés contre nos intérêts? C'est ça être au menu. Quand Justin Trudeau a ouvertement avoué que lui, la Constitution, il pouvait la bafouer, que ce n'était pas important pour les gens, la Constitution, et donc lorsqu'il ne respecte même plus la Constitution du Canada pour empiéter sur nos champs de compétences, donc empiéter sur notre démocratie, c'est ça être au menu, puis je pourrais continuer en culture, en français et sur tant d'autres sujets récents. Je ne parle pas du passé lointain, puis le passé lointain serait encore beaucoup plus sanglant, mais c'est toujours le même principe, ce qui m'amène à une deuxième citation du premier ministre du Canada qui est intéressante. Il nous dit « Ne pas être souverain, c'est d'être subordonné ». Comme le disait Mario Lemieux après ses parties, c'est quelque chose. Je veux dire, le Canada, comme n'importe où dans le monde, a à cœur ses intérêts. Et c'est dans un contexte colonial où les intérêts du Québec ne font le plus souvent pas partie du calcul. Il y a des tendances démographiques également qui expliquent le recul de notre poids dans ces décisions-là. Mais encore une fois, je suis d'accord avec Mark Carney, si on est pris à la subordination, dans la subordination à une autre nation, ça mène à de l'abus. Et si c'est bon pour tous les autres peuples de la planète, bien c'est aussi bon pour les Québécoises et les Québécois. Donc, je vous soumets que quand les richissimes de notre planète à Davos nous disent que ce serait une bonne idée de décider par nous-mêmes, là, c'est peut-être qu'il faudrait commencer à le considérer sérieusement. Donc, essentiellement, cette idée de Mark Carney que les puissances moyennes sont appelées à jouer un rôle. Bon, j'ai vécu au Danemark, en Suède, en Norvège, en Belgique. Là, vous avez beaucoup, souvent, dans la famille du Parti québécois, on a beaucoup des gens qui ont voyagé. En effet, des pays de taille moyenne peuvent ensemble avoir énormément d'impact, mais d'où l'importance d'en faire partie. Et on a tellement à apporter. Parce que je suis convaincu qu'on va être un agent utile de pacification et de dialogue. Ça nous ressemble. Regardez-nous. Regardez notre congrès. Donc, nous sommes appelés à utiliser du soft power, de la diplomatie douce, des relations internationales intelligentes, réfléchies, pour favoriser un monde qui va dans la bonne direction. C'est notre destin, tel que je le comprends. On aurait tout à gagner. Et donc, pour terminer sur notre mission, c'est dans ce contexte-là qu'il faut incarner la démocratie, puis incarner le rôle qu'on va éventuellement jouer dans le monde. Dans ce contexte mondial en changement, ça implique qu'on gagnerait à être réfléchi, des fois ralentir le rythme si le but c'est l'escalade, on n'est pas là-dedans, et laisser tomber les gestes à courte vue
en fonction d'un profit politique ou d'une impulsion du moment, au profit d'une réflexion sur où on veut que ça aboutisse à long terme. Notre rôle, même si c'est parfois difficile, donc, c'est de ramer à contre-courant, tout en gardant la tête froide et tout en gardant le cap. Et je reviens à 2019. Garder le cap, on a réussi. Il y a des conséquences positives à ça. Et ça implique de ne pas céder ni à la tentation de s'emballer, ni à la tentation de la peur du moment. Et c'est cyclique, là. La peur du moment, là, quand on voit que ça s'emballe, on est invité à céder à une peur pour accepter des choses, finalement, qui ne devraient pas être acceptées parfois. Et dans quel cas, c'est notre rôle d'amener ce changement-là à une toute autre approche, basée sur le long terme et l'intérêt commun. Mon message ce soir, en ce sens-là, est simple. N'ayons pas peur, parce que la peur n'a jamais été une bonne conseillère. Je le sais que vous le savez, parce que Jacques Parizeau nous le dit, mais je le réitère parce que c'est plus vrai que jamais. Et c'est l'intelligence et la volonté de bien faire, le service de l'intérêt public qui triomphera sur cette peur, et c'est votre rôle en fin de semaine. Donc, je veux simplement vous dire que je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir aussi nombreux, mais surtout que je compte sur vous. Merci. Alors, chers amis, j'annonce la suspension des travaux. Les portes de la plénière ouvrent demain à 8h15 et les travaux commencent à 8h45. Donc, couchez-vous pas trop tard. Arrivé à l'heure, on a du pain sur la planche. Donc, bonne soirée, à demain. Nos ressources naturelles, on reste en nature. Comment veux-tu qu'on reste pas naturel? Même le marais